Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. Bienvenue au cours de module d'analyse 2. Ce module d'analyse 2 concerne une large catégorie des étudiants, les étudiants de la faculté des sciences, filière MIP-IA, les étudiants des écoles normales supérieures et les étudiants des écoles d'ingénieurs ENSA. Bon, on va commencer par un premier chapitre, intégrale et calcul des primitives, définition. On va prendre f une fonction. On appelle primitive de f sur i toute fonction grand F qui est dérivable et qui vérifie f' égale à f. Voilà donc, f est une primitive de petit f si vérifie deux choses. F dérivable sur i. Et deuxième chose, c'est que quel que soit x dans i, grand F' de x égale à petit f de x. Notation. Bon. Une primitive sur un intervalle i, une primitive de la fonction f, elle sera notée intégrale de f de x de x, ou tout simplement intégrale de f. Et cette primitive, la primitive grand F sera définie à une constante près. On verra ça dans la suite. Ce que c'est. Voilà, exemple de suite. Deux exemples simples. Bon, la fonction qui a x. Bon, je prends donc n dans n étoile. La fonction qui a x associe 1 sur 1 plus 1, x à la puissance n plus 1, est une primitive de la fonction x associe x à la puissance n. Et puis, deuxième exemple, la fonction qui a x associe ln de x moins 1, c'est une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur x moins 1 sur l'intervalle 1 sur x moins 1 intervalle 1 plus l'infini, parce que si vous dérivez donc ln de x moins 1, ça vous donne exactement x moins 1. Voilà donc. Bon, une chose à savoir, c'est que il existe des fonctions qui n'admettent pas des primitives, qui n'ont pas de primitives. Bon, on verra ça dans l'exemple suivant. Regardez. Bon, la fonction définie par f de x égale à 0 si x est dans l'intervalle 0, 1 demi, et 1 si x est dans l'intervalle 1 demi, 1 n'admet pas de primitive. En effet, on va supposer que f admet une primitive. Supposons que f a
grand F comme primitive. Voilà. Bien sûr, sur 0,1, sur l'intervalle 0,1. Donc, qu'est-ce qu'on aura par définition de la primitive? On aura f dérivable sur l'intervalle i qui est égal à 0,1 et quel que soit x dans cet intervalle i, f' de x égale à f de x. Donc, vu la structure de petit f, il va exister alpha, bêta dans R, tel que on aura f de x égale à alpha, si x est compris entre 1,5 et 0, et f de x sera égal à x plus bêta. Bon, si x elle est entre 1,5 et 1. Voilà. Or, la fonction f, puisqu'elle est dérivable, elle est continue, donc or grand F est continue. On aura donc la limite quand x tend vers 1,5 à gauche, le grand F de x, pas petit f, est égal à la limite quand x tend vers 1,5 à droite de grand F de x. Et donc cette limite, c'est quoi? C'est exactement alpha, et celle-là, ça sera 1,5 plus bêta. Ça veut dire que, ce qui est équivalent à dire que je peux remplacer bêta par alpha moins 1,5. Je reviens donc à l'écriture de ma fonction grand F, c'est là. Je vais remplacer bêta par alpha moins 1,5. On aura donc f sera défini comme suite. Donc f sera défini par grand F de x égale à alpha, si x est entre 0 et 1,5 privé de 1,5, x plus alpha moins 1,5, si x est compris entre 1,5 et 1. On a dit donc, on aura donc, puisque f c'est une primitive, on aura donc la dérivée à gauche en 1,5. C'est quoi? C'est 0. Et la dérivée à droite en 1,5 de ça, ça sera 1. Ce qui implique que la dérivée à gauche en 1,5 est différent de la dérivée à droite 1,5, c'est-à-dire que f n'est pas dérivable en 1,5. Bon, ceci est absurde parce que f, on a supposé absurde. Donc, si f est une primitive, elle doit être dérivable sur l'intervalle tout entier. Et donc, cette fonction n'admet pas de primitive. Bon, une autre remarque. La voilà. Donc, si f admet une primitive grand F, alors toutes les primitives de f sont sous la forme f plus alpha, alpha 1 réel. En effet, regardez, je vais prendre G, une autre primitive de f, soit G, une autre primitive de f. Et donc, je vais calculer G moins f, la dérivée de G moins f, prime. Donc, d'après les règles de calcul, c'est G' moins f' égale. Et on a dit que G', c'est une primitive de f,
f', c'est une primitive de f, ça va donner 0. Et donc, on aura donc g moins f' égale à 0, implique que g moins f égale à une constante alpha, ce qui implique que g égale à f plus alpha. Voilà, on a montré que tout autre primitif, il prend la forme f plus alpha avec alpha dans R. Maintenant, on va donner, donc, comme on a vu tout à l'heure, qu'il y a des fonctions qui n'admettent pas une primitive. On va donner une condition suffisante pour que une fonction admet une primitive. Ça s'appelle le théorème fondamental du calcul intégral. Donc, toute fonction f continue sur un intervalle i admet une primitive sur i. Voilà. Pour la preuve, on va montrer ça dans le chapitre 2 concernant les fonctions Riemann intégrales. Maintenant, on va donc donner quelques propriétés simples à primitive. Voilà. Je prends deux fonctions petit f et petit g, deux éléments ab de i croix r et deux réels alpha bêta. On va supposer que f est continu. Alors, il va exister une unique primitive de f telle que f de a égale à b. Donc ça, c'est la propriété 1. Et puis, on aura d'autres propriétés P2. P1. Voilà donc, on a par hypothèse f est continu. Donc, d'après le théorème de tout à l'heure, donc d'après le théorème fondamental du calcul des intégrales, f admet une primitive. Bon, qu'on va noter donc g sur i. Voilà. Bon, f, c'est une autre primitive. De petit f. Donc, d'après la remarque, il va exister alpha dans R tel que f sera g plus alpha. Et de plus, regardez, maintenant, si on pose la condition f de a égale à b, ceci sera équivalent. Je vais remplacer f par sa valeur. Donc, g de a plus alpha égale à p, ce qui est équivalent. Donc, notre alpha, ça sera exactement g de a moins p. Voilà. Bien, premièrement, de là, j'aurai f dérivable et j'aurai f' égale g' égale à petit f. Et donc, si je prends la fonction, si je remplace f par sa valeur, et je prends la fonction f de x égale g de x plus p moins g de a, on aura donc automatiquement, regardé, f de a, ça va être égal à g de a plus b, g de a plus p moins g de a, et ça va donner p. Et donc, on a terminé la propriété p1. Pour la propriété p2, dans cette propriété, regardez, on vous demande de montrer que si grand f, grand g sont respectivement des primitives de petit f, petit g, alors alpha plus grand f plus bêta grand g, c'est une primitive de alpha petit f plus bêta petit g. P2, pardon, donc P2, on va prendre f primitive de petit f et grand G primitive de petit g. On aura donc f et g sont dérivables par définition, et donc, d'après la règle de calcul, alpha grand f plus bêta grand g est aussi dérivable d'après les opérations sur les dérivés. Maintenant,
alpha grand F plus bêta grand G'. D'après les opérations, on aura alpha grand F' plus bêta grand G'. Et donc F' c'est F. Et G' c'est G. Voilà, on a montré que alpha F plus bêta G primitive de alpha petit f plus bêta petit g. On termine donc cet axe par les fonctions, donc les primitives des fonctions usuelles que vous devez connaître. Je vais vous laisser dans la boîte à description la page contenant toutes les fonctions. Donc j'ai donc séparé ça, des primitives des fonctions petit f qui sont des polynômes et des exponentiels. Et puis là, regardez, c'est des primitifs, des fonctions trigonométriques et hyperboliques. Et finalement, vous trouvez donc là les primitifs des fonctions réciproques, des fonctions trigonométriques et hyperboliques, arc et arc. Voilà, donc ceci termine cette notion sur les primitives. On passe aux intégrales. Voilà, définition de l'intégrale. Bon, je vais prendre f, une fonction qui est continue, AB, deux éléments de i. Et bien sûr, puisqu'il est continu, je peux donc considérer une primitive de petit f. On appelle intégrale de f entre a et b le nombre grand F de b moins grand F de a, et on note intégrale de f de t, c'est f de t entre crochets AB. Voilà donc l'intégrale d'une fonction continue, c'est exactement la primitive au point B moins la primitive au point A. Et donc pour faciliter l'écriture, on note f de t entre A et B. Voilà, tout de suite, remarque. On va prendre f, une fonction de i vers R continue. Je vais prendre AB deux éléments de i. Première remarque. Donc, si U, c'est une fonction qui va de J vers R, dérivable telle que U de J, de l'intervalle J, est inclus dans l'intervalle I. Alors, la fonction f de x définie par l'intégrale de a et de x f de t dt, cette fonction est dérivable sur l'intervalle j, et sa dérivée, donc on aura f' de x, ça sera exactement f de u de x fois u' de x. Voilà. Deuxième remarque. Si f est de classe C1, si la fonction f, alors on aura l'intégrale de AB f' de t dt, c'est exactement f de b moins f de a. Et finalement, troisième remarque, si la fonction f est à valeur complexe, donc si f va de i vers c, voilà, qu'est-ce qu'on aura? L'intégrale de AB de f de t dt sera exactement l'intégrale de AB de la partie réelle de f t dt plus i, l'intégrale de AB, fonction imaginaire de f de t dt. Avec ça, c'est le nombre complexe.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la partie réelle de l'intégrale de AB, la partie réelle de l'intégrale de AB f de t dt, c'est exactement l'intégrale de AB dt, et aussi la partie imaginaire de l'intégrale de AB dt, c'est l'intégrale de AB imaginaire f de t dt. Voilà, on va appliquer ça à un exemple tout de suite. Exemple, on vous demande, regardez, de déterminer les primitives de la fonction f de x. Bon, cette fonction, il y a ici un 2x. Il faut montrer que les primitives de cette fonction prennent la forme suivante. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? D'après la remarque de tout à l'heure, on a l'intégrale de cos x exponentielle 2x t de x. C'est quoi? C'est la partie réelle. C'est la partie réelle de l'intégrale de exponentielle ix exponentielle 2x t de x. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste, donc, je vous rappelle que l'exponentielle ix est cos x plus i sinus x. Voilà. Et donc, il suffit donc de calculer cette intégrale. Voilà. Intégrale de exponentielle, je vais l'écrire au milieu comme ça. Bon, l'intégrale de cos de exponentielle ix i 2x t de x, c'est l'intégrale de i. Je vais donc utiliser la règle de calcul de l'exponentielle. Et ça, c'est exactement la primitive de 1 sur i plus 2 exponentielle i plus 2 x plus alpha. Bon, si vous calculez, bon, ça, je vais le rendre. Si vous multipliez par le conjugué en bas, vous trouvez que c'est 2 moins i sur 5. Et ça, je vais le séparer, exponentielle ix fois exponentielle 2x, voilà, plus alpha. Et donc, on aura l'intégrale exponentielle ix, intégrale, bon, j'oublie toujours d'écrire sur la ligne, on aura donc l'intégrale de exponentielle ix exponentielle 2x de t de x égale, je vais donc remplacer exponentielle i 2x par cos, plus i sinus, vous aurez donc i sur 5, cosinus x plus i sinus x, exponentielle 2x plus alpha. Donc là, en séparant donc les parties imaginaires et les parties réelles là, on retrouve, donc je ne vais pas faire de calcul, faites-le, donc 2/5 cos x plus 1/5 sinus x exponentielle 2x moins 1/5, bon, i, normalement c'est i, vous trouvez que c'est i, 1/5 de cosinus x, exponentielle 2x plus alpha. Donc, on va choisir la partie imaginaire réelle, voilà, et donc notre intégrale, l'intégrale de cosinus x exponentielle 2x t de x, ça sera 2 sur 5 cos x plus 1 sur 5 sinus x fois exponentielle 2x plus alpha, voilà. Voilà, on a montré l'exemple. Bien, on va donner maintenant quelques propriétés de l'intégrale. Donc voilà.
je vais prendre f une fonction continue en fixant ABC dans R, dans I. Donc la fonction intégrale de AX f de t, c'est la primitive de f qui s'annule en 1 et qui sera de classe C1. Et puis on va montrer la relation de Charles. Bon, première propriété, P1. Donc, qu'est-ce qu'on a par hypothèse? On a f continue, donc f donc admet une primitive que je note G sur l'intervalle grand I. Et donc, regardez, quel que soit x dans I, qu'est-ce qu'on aura? Grand f de x sera l'intégrale de ax f de t dt. Et puisque g c'est une primitive de f, ça sera donc g de x moins g de a. Voilà. G de x moins g de a moins g de a. Or, g est dérivable et g' égale à petit f, car c'est la primitive. Et puisque petit f est continu, donc petit f est continu, ça va nous donner que g de classe C1. Voilà, g de classe C1, et on a ça, donc f de x et g de x moins g de a. Ça veut dire que f est de classe C1 aussi. Et de plus, si vous calculez f de a, ça va vous donner g de a moins g de a, ça va vous donner 0. Et donc, par suite, on a montré que f est de classe C1 avec f de a égale à 0. Voilà, pour la deuxième propriété, P2, c'est la relation de Charles. Donc voilà, P2, c'est facile. P2, bon, f continue admet primitive f, donc je vais prendre f, une primitive de petit f, et on a l'intégrale de AB de f de t dt. Par définition, ça sera grand f de b moins grand f de a, par définition. Et là, je vais ajouter et retrancher f de c, donc f de b moins f de c, plus f de c moins f de a. Et ça, c'est exactement l'intégrale de CAB de f de t dt. Et ça, c'est l'intégrale de a à c f de t d de t. Et donc, on a montré la propriété P2. Finalement, on termine par un exemple. Regardez, exemple. On veut donc f une fonction continue qui est t périodique. On vous demande de montrer que l'intégrale entre x et x plus t de f de t, c'est l'intégrale entre 0 et t. Bon, pour cela, posons g de x égale l'intégrale de x plus grand de t, f de t dt. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? F continue l'admet primitive grand F. Voilà. Toujours. F continue. Donc, elle admet une primitive grand F. Donc, on aura, quel que soit x dans R, g de x, ça sera l'intégrale de x plus grand t, f de t dt, puisque f c'est une primitive, ça sera f de x plus grand t moins f de x.
Bon, je vais dériver. Je vais noter toujours ça de façon jolie. Bon, si vous dérivez f, g, quel que soit x dans R, g' du x, c'est cette dérivée-là, ça sera f' de x plus grand T moins grand f de x. Et puisque f, c'est la primitive de f, ça sera f de x plus grand T moins f de x. Et on a, ça va donner f de x moins f de x, car f est périodique. On aura, car on a, regardez, on a f périodique, on a f de x plus grand T, c'est f de x. Et donc, ça va donner 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction g est constante sur R. Et donc, quel que soit x dans R, j'aurai g de x égale à g de 0. Bon, c'est quoi g de x? G de x, par définition, c'est l'intégrale de x plus grand T de f de t dt. Et c'est quoi g de 0? G de 0, c'est l'intégrale de 0 à grand T de f de t dt. Et donc, on a montré l'égalité voulue. Donc, merci de votre attention. On se verra bientôt.